je suis Carl Lemerger et je travaille pour la société Grand Petri où je suis associé. Et je suis très content de venir présenter un petit peu ce qu'on fait aujourd'hui dans le monde de la santé chez Grand Petri. D'autant que vous allez le voir, ça fait quelques années qu'on a le plaisir de participer au Hacking Health Camp. Donc, si certains veulent des conseils sur le hackathon ce week-end pour ceux qui y participeront, n'hésitez pas à venir m'en parler tout à l'heure. Alors, je vais vous présenter un petit peu notre équipe. Donc ça, c'est l'équipe de Grand Petri il y a 1 an. Donc nous, on est une société de conseil. On est spécialisé en intelligence artificielle et en traitement de la donnée. Et on est un peu plus d'une centaine aujourd'hui chez Grand Petri avec la chance de travailler dans plein de secteurs, dont la santé, un secteur qu'on a démarré il y a 4 ans maintenant. Et une de nos particularités, c'est qu'on dédie une partie importante de notre temps à de la R&D. Donc 20% du temps de notre équipe est consacré à des sujets de recherche et de développement, avec tout un tas de partenariats, dont notamment les hôpitaux universitaires de Strasbourg, à qui on est très fiers de collaborer. Alors je vais vous raconter un petit peu notre histoire et comment est-ce qu'on a démarré notre travail d'intelligence artificielle dans le monde de la santé, et notamment comment on l'a démarré lors du Hacking Health Camp de 2015. Ça ne nous rajeunit pas. Et en fait, on était parti de plusieurs constats, parce qu'on a tout de suite voulu travailler dans le monde du cancer du sein. Le premier constat qu'on avait fait, c'est que le cancer du sein, ça restait un problème majeur de santé publique, avec aujourd'hui une incidence des cancers du sein qui augmente, et avec toujours 12 000 décès par an. Et donc la question que nous ont posée les médecins avec qui on travaillait, c'était pourquoi est-ce que l'incidence des cancers du sein augmente à nouveau, et pourquoi est-ce qu'on a toujours 12 000 décès malgré les considérables progrès thérapeutiques qui ont eu lieu. Un autre constat qu'on avait fait avant de démarrer ce hackathon en 2015, c'était aussi de se dire que beaucoup d'études de suivi de cohorte aujourd'hui prennent énormément de temps, parfois des dizaines d'années. Ici, vous avez un exemple des études de cohorte qui ont été faites pour montrer que le travail de nuit avait un impact sur la survenue de cancer du sein, où certaines cohortes ont été suivies pendant plus de 30 ans pour démontrer cet impact-là. Et le dernier constat qu'on a fait, c'est aussi que les hôpitaux regorgent aujourd'hui d'énormément de données, que nous on appelle des données dormantes, qui sont en tout cas peu exploitées. Et un des obstacles à cette exploitation-là, c'est le fait que ce sont des données peu structurées, donc du texte, des images, des données d'objets connectés, qui sont peu évidentes, en tout cas qui étaient peu évidentes à exploiter à l'époque. Et donc, on a présenté en 2015 notre premier projet du Hacking Health Camp, qui est un projet qu'on a appelé Cénométrie. Et en fait, il y a un projet, vous voyez les slides encore d'il y a 4 ans du début de la startup pour Cétri, qui avait vocation à justement se dire, est-ce qu'on pourrait pas, avec des algorithmes d'intelligence artificielle, exploiter toutes ces données dormantes pour aider à la décision thérapeutique, mais aussi mieux comprendre la maladie. Et donc, on a proposé un premier projet. C'était un petit peu la rencontre de 3 mondes, donc des professionnels de santé qui, eux, ont énormément de données disponibles, extrêmement riches, qu'ils souhaitent pouvoir exploiter. Des data scientists, donc nous qui avons des solutions techniques pour sortir. Également des associations de patientes et des patients qui, eux, veulent des réponses, veulent comprendre comment est-ce qu'ils peuvent prévenir la maladie, comment est-ce qu'on peut progresser dans la compréhension de ces maladies-là. Et donc, on a proposé un premier outil d'analyse, vous voyez un peu les slides de l'époque, qui visait à extraire un petit peu toutes ces informations non structurées. On est parti sur une première source de données qui était les fiches de réunions de concertation pluridisciplinaires. Donc, un petit peu les données qui sont présentées sur la gauche. Donc, c'est vraiment du texte. Et là, la difficulté, c'est comment est-ce qu'on peut, avec des algos d'IA, extraire toutes ces datas-là, les structurer pour derrière pouvoir exploiter, en fait, toute l'information qui est contenue là-dedans et qui n'a jamais été analysée massivement. Et donc, on a eu la chance à cette époque-là de gagner 2 prix, puisque en l'espace de même 2 jours, sur un échantillon de données extrêmement limité, on avait quand même déjà sorti quelques corrélations assez inattendues pour les médecins avec qui on travaillait, voilà, sur des patientes qui avaient ou bien des sous-risques de cancer, sur des hyperthyroïdies ou sur, comme on l'a vu précédemment, le travail de nuit, des choses assez intéressantes. Et on était extrêmement fiers de gagner ces premiers prix-là qui nous ont un petit peu lancés dans cet univers. Alors depuis, on a beaucoup avancé. On s'est rendu compte que pour travailler sur des données de santé, il fallait un certain nombre de prérequis. Et le premier prérequis, c'est notamment de remplir toutes les obligations légales et juridiques pour pouvoir avoir accès à ces données-là.
Donc, on s'est d'abord assuré que bien, toutes les données qu'on allait utiliser avaient fait l'objet d'un consentement des patientes avec qui on souhaitait travailler. Donc, toutes les patientes de l'unité de sénologie de Strasbourg signent un consentement autorisant l'utilisation de leurs données à des fins de recherche. On a fait tout un travail autour de la déidentification des données. On a dû passer devant un comité d'éthique, devant un conseil scientifique pour pouvoir utiliser ces datas-là et avoir des échanges aussi avec la CNIL pour pouvoir avoir les autorisations qui vont bien. Vous voyez ici la lettre de l'accord du comité d'éthique ou encore un extrait du consentement éclairé des patientes que les patientes signent. Et voilà, au terme d'une petite année de discussion et de rédaction juridique, nous avons pu finalement travailler sur cette base de données-là, qui est en fait une cohorte de 18 000 patientes suivies depuis plus de 15 ans au CHU de Strasbourg et dont les données sont... donc on peut analyser ces données-là, déidentifier bien sûr. On a retiré tout un tas d'informations donc sur le nom, les dates de naissance, même aussi l'identité des médecins qui avaient travaillé aux soins de ces patientes. Et donc, on a des lettres d'hospitalisation, des comptes rendus de RCP, des comptes rendus d'anatomopathologie qui nous ont permis, depuis plus de 2 ans maintenant, de publier 7 papiers scientifiques, donc des études hyper détaillées qui ont permis de mieux comprendre la maladie. Je vais vous donner 2 exemples juste après, mais juste là pour vous expliquer un petit peu le fondamental en termes d'études de données derrière. C'est tout ce qui touche au Natural Language Processing, donc l'analyse en fait du texte, dans lequel, eh bien, aujourd'hui, il y a eu une vraie avancée, on va dire, technologique et scientifique sur des algorithmes de traitement du langage. Donc ici, vous avez un algorithme, vous avez entendu parler, qui s'appelle Word2Vec, et qui permet justement d'extraire très facilement des synonymes. Et ça, c'est extrêmement important parce que les médecins, pour désigner les mêmes pathologies, ont parfois une quinzaine ou une vingtaine de synonymes identiques. Il y a beaucoup de fautes d'orthographe. Vous savez tous comment les médecins écrivent, donc il y a parfois des petites erreurs. Et donc là, l'idée, c'est vraiment de pouvoir structurer ces données-là de manière extrêmement précise pour derrière faire des analyses de cohortes en vie réelle. Et donc ça nous a permis, à titre d'exemple, on a pu, dans un des exemples, reconstituer en fait l'arbre de décision thérapeutique qui avait été fait par les médecins et étudier un nouveau biomarqueur, ici en l'occurrence UPA-PAI1, qui derrière a permis une diminution des chimiothérapies de 11% dans certains cas de patientes atteintes d'un cancer du sein, sans altération de la survie globale. Et donc tout ça, cet arbre de décision-là, il est obtenu automatiquement à partir de l'analyse de données. Et ça, c'est des choses que les médecins n'ont pas forcément conscience de savoir comment est-ce que eux ont pris leur décision. Ils n'ont pas forcément le recul d'avoir 18 000 patientes avec cet arbre de décision thérapeutique. Un deuxième exemple qu'on a fait, on s'est aussi intéressé à l'impact du dépistage, puisque vous savez que le dépistage, c'est un sujet qui est très controversé, où il y a beaucoup de polémiques. Surtout, on a vu une chute assez importante des taux de participation au dépistage. Et donc, ils nous ont demandé, est-ce que vous pouvez, avec cette base de données-là, nous donner un avis objectif basé sur la liste de données pour voir un petit peu ce qu'il en était, en tout cas sur la population de cette cohorte de patients suivis à Strasbourg. Et donc, on a analysé une sous-population de 2000 patientes, dont 1000 étaient issues du dépistage organisé, 1000 non issues du dépistage organisé. Et on a été très surpris, en tout cas, des différences qu'on a observées, puisqu'on a vu que les patientes issues du dépistage organisé présentaient des tumeurs plus petites, avaient moins de mastectomie, et surtout que les patientes issues du dépistage organisé présentaient un risque de décès inférieur de 76% par rapport à l'autre groupe. Donc, vous voyez que c'est des résultats qui sont quand même hyper forts, hyper quantitatifs, et qui sont très en faveur du dépistage et qui sont basés sur l'analyse de données très concrète. Donc, ce qu'il faut retenir de ce projet, c'est qu'en tout cas, nous, on a vu que les hôpitaux regorgeaient vraiment de données massives qui étaient vraiment peu exploitées aujourd'hui. Il a fallu un gros travail réglementaire, juridique, technique pour valoriser ces données, mais qu'une fois que ça avait été fait, on voit qu'il y a vraiment énormément de résultats très concrets pour les patientes, puisque nous, on a la chance aussi de travailler avec 4 associations de patientes qui nous soutiennent et qui nous demandent aussi des résultats sur la base des études qu'on mène. Et aujourd'hui, c'est un projet qui continue encore, et sur lequel on a vraiment de belles perspectives, notamment pour ceux qui sont de Strasbourg, avec le projet TIGA qui va venir. On veut essayer d'aller encore plus loin en termes de recherche, notamment sur des facteurs environnementaux de survie, de survenue du cancer. Mais on ne s'est pas arrêté là, puisque en 2017, nous sommes revenus au Hacking Camp avec un nouveau projet toujours dans l'univers du cancer du sein.
hop, qui concernait cette fois-ci une autre pathologie. Et cette pathologie, c'est ce qu'on appelle le lymphodème. Alors, le lymphodème, qu'est-ce que c'est? C'est en fait ce qu'on appelle aussi parfois le gros bras. Et en fait, c'est quelque chose qui survient après une opération du cancer du sein qui s'appelle le curage axillaire. On va enlever les ganglions axillaires. Et ces patients-là présentent un risque de développer un gros bras, donc c'est-à-dire en fait un gonflement du bras qui survient parce que la lymphe n'est plus drainée par les ganglions lymphatiques et qui est quelque chose qui, s'il n'est pas pris en charge suffisamment tôt, devient irréversible et les patients sont traités dans le service, parfois sont obligés de revenir tous les mois pour faire des bandages multicouches et avoir une pathologie qui dure, on va dire, vraiment extrêmement longtemps et qui est incurable derrière, avec à la fois un risque d'avoir une pathologie qui est un peu inconfortable, mais aussi et qui peut parfois engendrer des choses un peu plus graves comme des septicémies ou des choses voilà, un petit peu plus embêtantes. Voilà. Et donc la solution qu'on avait proposée au KNS Camp de 2017, c'était en fait un manchon connecté permettant de détecter très tôt, avant que le lymphodème ne devienne chronique, une augmentation de la circonférence du bras et derrière de pouvoir alerter à la fois la patiente pour qu'elle puisse mettre en place des traitements auprès de la kinésithérapie, mais aussi des médecins qui puissent être alertés. Donc ça, c'est un beau projet qui nous a également permis de gagner un hackathon de gagner ce hackathon en 2017, avec derrière un développement technologique qui a été fait, où depuis ce moment-là, on a développé un premier prototype, un modèle aussi simulé de lymphomètre, des modèles algorithmiques de mesure qui sont aujourd'hui en cours de stabilisation, et on a eu aussi un vrai soutien des associations de patients, du CHU de Strasbourg. Et on s'est aussi rendu compte que ça représentait également des défis, qu'aujourd'hui l'intégration de capteurs connectés dans des textiles, c'est quelque chose qui est relativement à la pointe et qui est encore à l'état de R&D, quelques freins ergonomiques et puis un début d'essai clinique qu'on a commencé à démarrer. Et donc sur ce projet-là, c'est aussi un projet qui est en cours chez nous, sur lequel nous travaillons à une autre piste de développement, qui est aujourd'hui un petit peu top secrète, mais dont on pourra échanger si vous souhaitez par la suite, et qui vise en fait à se baser sur de nouvelles technologies, basées sur la réalité augmentée, pour pouvoir mesurer ce diabète. Donc ce deuxième projet-là, c'est aussi un enjeu majeur pour les patientes, avec peu de solutions disponibles aujourd'hui, et des défis technologiques qui sont importants dans cette phase d'industrialisation, d'intégration de capteurs textiles, mais où aujourd'hui l'intelligence artificielle commence à proposer d'autres pistes de réponse qu'on va tâcher d'explorer par la suite. Et donc pour finir, en tout cas pour vous dire que pour nous le Hacking Camp ça a été un vrai accélérateur pour de nombreux autres projets. On a d'autres collaborations scientifiques en cours, toujours dans le monde de l'exploitation de données non structurées. Un exemple ici concerne en fait l'analyse de l'âme anatomopathologique, une collaboration qu'on fait en ce moment avec l'INSERM, pour en fait être capable de compter des follicules dans des coupes d'ovaires de souris, puisqu'aujourd'hui c'est une opération qui est faite manuellement avec des chercheurs qui parfois prennent plus de 100 heures à la main pour juste compter des follicules. Nous on a développé un algorithme qui est capable de compter ces follicules automatiquement et pouvoir également les classifier pour passer de 100 heures de labellisation manuelle à 10 minutes juste de vérification que c'est bien les follicules qui ont été détectés, et avec également des publications. On voit aussi qu'on commence à s'attaquer à d'autres typologies de données, encore plus ambitieuses, comme l'analyse d'IRM 3D. On a travaillé sur l'analyse d'IRM 3D du sein, d'IRM 3D du cerveau pour la mesure de la substance blanche également. Et là, c'est vraiment des défis, en tout cas, qui passionnent nos data scientists, puisque parfois, c'est plusieurs milliers d'images qui sont analysées pour un seul patient, et donc avec vraiment des enjeux de big data et des enjeux de machine learning. Et enfin, pour venir aussi à la thématique de mon talk sur les solutions patients, on commence enfin à développer des vraies startups dédiées à l'analyse de ces données-là. Par exemple, une startup où on développe en ce moment, avec le Centre européen d'études du diabète, une solution de télésurveillance pour les patients insulinodépendants, et pour lequel on vous en dira plus d'ici quelques temps.
Et donc du coup, pour conclure un petit peu ma présentation, moi je voulais vous dire que, en tout cas pour moi, l'IA en santé, ça a vraiment un potentiel énorme, qu'il y a de nombreux défis qui existent, des défis qui sont réglementaires, en termes de certification de dispositif médical, en termes d'accès aux données, en termes de capacité d'anonymisation de ces datas-là, des défis techniques. Mais j'ai le sentiment, en tout cas, que cet écosystème, il évolue extrêmement favorablement. Il y a des initiatives comme le S-Data Hub qui arrivent pour favoriser le partage de données santé. Des initiatives comme le programme ETAP pour favoriser aussi le remboursement de nouvelles solutions innovantes, par exemple dans le monde du diabète. Et en tout cas, nous, ce qu'on a constaté, c'est que c'est une vraie attente forte des patients qui, eux, nous disent, moi, je veux que mes données, elles servent à quelque chose, qu'elles servent à faire progresser la recherche, et on est vraiment très encouragés pour aller dans cette direction-là. Et pour ceux qui participeront à Kinesiland ce week-end, voilà, mon message, c'est aussi profitez-en vraiment parce que c'est peut-être le début d'une belle histoire pour vous. En tout cas, pour nous, ça l'a été. On revient encore cette année avec un nouveau projet. Donc, rendez-vous aussi ce soir pour le pitch du projet Record, donc pour Redon Connecté pour le retour à domicile. Un nouveau projet qui, je pense, va être un très beau projet également. Je vous remercie.